Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 72e épisode, on vous emmène aux États-Unis pour une course-poursuite intense contre Jack Ramirez, le héros de la série Il faut flinguer Ramirez, que l'on doit à Nicolas Petrimo. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Il est certains albums de bande dessinée qui nous marquent tellement que l'on trépigne d'impatience en attendant la suite et que l'on relit toujours avec bonheur. C'est peu de le dire que c'est exactement l'impression que l'on a ressentie après avoir refermé le premier tome d'Il faut flinguer Ramirez, sorti en mai 2018. On a vu alors débarquer sur les étals de nos librairies cet album à la couverture jaune, longiligne et surtout ce personnage à la jolie moustache proéminente, à la mesure de son imposante coiffure frisée. Jack Ramirez a tout du anti-héros notoire. Une tête atypique plus marrante qu'effrayante, une tache de naissance qui lui redessine le visage, un job de réparateur d'aspirateur, et pour couronner le tout, il ne dit pas un mot puisqu'il est muet. Pourtant, le premier tome entretient le mystère autour de la personnalité de ce Ramirez que certains considèrent comme l'un des tueurs les plus implacables de Falcon City dans l'Arizona. Dans ce premier acte, on y découvre un personnage qui semble muet par une seule chose, effectuer son travail de réparateur du mieux possible au sein de la société Robotop, multinationale hybride que l'on pourrait penser héritée d'Apple et de Molinex. Au boulot, Ramirez est consciencieux, apprécié de tous et se verra même décerner dans le premier tome le titre d'employé du mois au moment de la sortie du nouveau modèle révolutionnaire, le fameux Vacuumizer 2000. On apprend même dans le second tome qu'il fait depuis quelques années déjà de la musique et qu'il joue au sein d'un groupe composé de plusieurs collègues, surnommés les Aspiroqueurs. Alors comment expliquer que Jack Ramirez ait autant de personnes à ses basques, que ce soit du côté de la police que des truands notoires de l'Arizona? Ramirez est aussi le descendant d'une lignée de tueurs à gages et Jack lui-même semblerait être un exécuteur implacable derrière sa trogne d'employé modèle. C'est de cette façon que le premier tome sème le trouble chez le lecteur, autant que chez les personnages qui en ont après lui, et on s'amuse beaucoup de ce brouillage des pistes. Le second tome, d'une série qui en comptera 3, apporte des réponses sur l'identité de notre héros et nous nous garderons bien de vous en dire plus pour conserver toute la fraîcheur de cette série. À la fin du premier tome, après l'explosion de la Robotop, Ramirez prend la fuite en compagnie d'un tandem composé de deux jolies créatures que sont Chelsea Tyler et Dakota Smith. Dans le second acte, la cavale continue et si les trois fuyards vont devoir se mettre à l'abri de la police, c'est surtout de Ramon, tueur au sang-froid, qu'il va falloir se protéger. En effet, celui qui laisse les cadavres derrière lui est l'homme de main d'Hector, parrain de la mafia locale, qui s'est donné pour objectif de mettre la main sur le vendeur d'aspirateurs pour le faire disparaître du jeu. Il faut dire que le mystère demeure longtemps sur la véritable nature de ce Jack Ramirez, et le second tome ne lève pas totalement le voile sur les interrogations qui entourent ce personnage, pas plus que sur le mystérieux contenu du carton qu'il transporte avec lui. En plus d'un scénario servi aux petits oignons, Il faut flinguer Ramirez est bourré d'humour et de références aux années 80 que le lecteur assez âgé pour avoir connu cette période saura identifier rapidement. De même, l'histoire est entrecoupée de publicités décalées qui ne sont d'ailleurs pas sans lien avec l'histoire principale qu'elles viennent couper. Le dessin, réalisé numériquement, est de toute beauté et emprunte autant au code de la bande dessinée franco-belge qu'au manga ou aux comics. Le découpage apporte du rythme, les personnages sont facilement identifiables et ont des têtes pas possibles, les décors traduisent bien la chaleur de l'Arizona et le tout flirte avec un ensemble très cinématographique. Nicolas Petrimo, dont cette série l'a rapidement imposé comme incontournable dans le paysage du 9e art français, est déjà en train de travailler sur le 3e volet qui viendra conclure l'ensemble. Originaire du monde du jeu vidéo, le Lyonnais a frappé un grand coup et a marqué les esprits avec son personnage de Ramirez dont la suite de ses aventures était attendue avec grande impatience comme on le rappelait en introduction. Ce sont les éditions Glénat qui se chargent d'éditer cette série que l'on peut poursuivre sur ordinateur ou smartphone avec les petits QR codes présents au sein de l'album. C'est un véritable univers qu'a su créer Petrimo, univers déjanté et jouissif dont nous n'avons plus qu'une hâte maintenant, en découvrir l'épilogue dans le 3e et dernier acte.
Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Anciennement prix Diagonal, rebaptisé prix Victor Rossel de la bande dessinée, il fait partie des prix les plus prestigieux du 9e art en Europe depuis quelques années déjà. Décerné par un jury de professionnels réputés et présidé par Bernard Isler, cette année, c'est Posy Simons qui a été distingué par cette récompense que l'on compare souvent à un prix Goncourt belge pour la bande dessinée. Celle à qui l'on doit des titres comme Cassandra Dark, Tamara Drew ou Gemma Bovary a donc été récompensée du Grand Prix pour l'ensemble de son œuvre. L'album Incroyable de Zabus et Hippolyte, édité chez Dargaud, a été récompensé du prix du meilleur album. Le Royaume de Blanchefleur de Benoît Féroumont, édité chez Dupuis, remporte le trophée de la meilleure série, alors que Forgerie, édité chez 64 pages, de Roman Armand et Éléonore Scardoni, se voit attribuer une mention spéciale du jury de l'Académie et du comité belge de la SCAM pour l'innovation en BD. Inutile de vous dire que tous ces albums sont des valeurs sûres vers lesquelles vous pouvez aller les yeux fermés. Du côté des mauvaises nouvelles, nous avons appris la semaine dernière le décès d'un artiste de grand talent, figure de l'underground américain, Richard Corben. Celui qui avait été distingué il y a 2 ans à Angoulême par un grand prix récompensant l'ensemble de son travail est mort le 2 décembre dernier. Dessinateur, graphiste, peintre, celui qui avait plusieurs cordes à son arc et un univers riche que l'on retrouve dans ses albums, laisse une œuvre foisonnante derrière lui dans laquelle il sera intéressant de se replonger. Ayant pour thème de prédilection la fantaisie et l'horreur, il se fera connaître en France dans le magazine Métal Hurlant avec la saga de Den. Multi-récompensé de son vivant, Richard Corben a aussi marqué des générations entières de dessinateurs qu'il aura su inspirer. Comme souvent, sa disparition est l'occasion de se souvenir de cet auteur et de se replonger dans son travail pour voir quel artiste de talent nous avons perdu là encore. Du côté des sorties, comme chaque année, l'actualité se fait plus calme à l'approche des fêtes de fin d'année et c'est la bonne occasion pour vous donner quelques idées cadeaux. Commençons par une intégrale que l'on doit aux éditions Glénat, Il était une fois en France de Fabien Nury au scénario et Sylvain Vallée au dessin. Dans ce gros volume de 416 pages, vous y retrouverez l'histoire de Joseph Johanovici, juif roumain devenu l'homme le plus riche de France pendant l'occupation. Personnage ambigu qui flirte autant avec la résistance qu'avec la collaboration, il est considéré comme un criminel par les uns et comme un héros par les autres. Les 6 tomes de cette série récompensée à Angoulême sont présents dans cette intégrale disponible dans le commerce au prix de 49 € qui fait figure de bel objet cadeau. Si vous êtes plus amateur de mythologie, alors toujours chez les éditions Glénat, vous pourrez retrouver l'intégrale de certaines séries de la collection La Sagesse des Mythes, comme celle consacrée à Héraclès ou encore l'Odyssée. Cette collection, placée sous le patronat de l'ancien ministre Luc Ferry, raconte en bande dessinée certaines histoires les plus célèbres de la mythologie grecque. Le coffret consacré à Héraclès contient les tomes 1 à 3 pour cette série que l'on doit au scénario de Clotilde Bruno et au dessin d'Annabelle pour le premier tome et de Carlos Rafael Duarte pour la suite. En ce qui concerne l'Odyssée, le coffret contient les 4 tomes de cette saga, dont le dernier album qui vient à peine de sortir. C'est aussi Clotilde Bruno qui en signe le scénario, et si le premier tome était dessiné par Giovanni Lorusso, c'est Giuseppe Beghera qui en a pris la suite. Voilà donc 2 coffrets au prix de 44 et 58 € qui sauront faire plaisir aux amateurs de mythologie. Terminons par un peu d'humour avec un auteur que l'on aime vraiment beaucoup et dont nous avions consacré l'un des premiers épisodes du Buller, Fab Caro. En cette période un peu morose, malgré l'approche des fêtes, Delcourt a eu la bonne idée de réunir dans un coffret les 2 tomes d'Open Bar, la série de sketchs totalement absurdes de l'auteur montpelliérain. C'est toujours un plaisir de parcourir les histoires totalement absurdes de cet auteur qui sait analyser nos travers au scalpel en les mélangeant à des situations totalement incongrues. Si vous avez envie de rigoler un peu, précipitez-vous sur ce coffret déjà disponible en librairie au prix de 25 €. Voilà, nous en avons terminé avec ce 72e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Il faut flinguer Ramirez, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture
et je vous dis à la semaine prochaine pour un 73e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.